c'est pas drôle parce que je peux rien faire, je peux même pas lire une recette, je peux plus manger. Salut à tous, bienvenue dans le texte. Je suis heureuse de vous retrouver et de recevoir aujourd'hui Razmik Kecheyan. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Alors Razmik Kecheyan, vous êtes sociologue, spécialiste de l'héritage théorique de Antonio Gramsci. Vous avez publié un ouvrage intitulé Hémisphère gauche, cartographie des nouvelles pensées critiques, mais je vous reçois aujourd'hui pour votre dernier texte, le dernier paru, La nature est un champ de bataille, essai d'écologie politique paru aux éditions Zone en 2014. Alors, La nature est un champ de bataille, c'est un titre qui sent la guerre et c'est un livre qui parle de la guerre beaucoup. C'est un texte qui prend à bras le corps la question écologique, les désastres climatiques et environnementaux et les crises sociales, militaires que ça peut éventuellement susciter. Mais face à ces redoutables problématiques, vous refusez d'épouser la position consensuelle qui prétend que l'écologie n'est ni de droite ni de gauche, qui veut croire que l'humanité va parvenir à dépasser ses clivages de classe pour lutter contre le réchauffement climatique à l'unisson, toutes classes confondues. Vous vous inscrivez en faux contre ce fantasme d'une écologie apolitique. Vous militez au contraire pour une radicalisation des oppositions, une radicalisation de la critique du capitalisme, afin de promouvoir de vraies propositions de sortie de la crise écologique. Alors, au moment où nous enregistrons cette émission, nous sommes 3 jours après la fin de la clôture de la COP 21. Les accords de Paris ont été signés samedi et la première question que j'ai envie de vous poser en rapport avec cette actualité, c'est le bilan que vous faites des accords de Paris et dans quelle mesure éventuellement ils vous satisfont ou vous déçoivent ou peut-être ne vous déçoivent pas du tout, peut-être n'y avait-il rien à en espérer, je ne sais pas. Il est tout à fait clair d'abord qu'il s'agit d'un mauvais accord, c'est-à-dire qu'il n'est pas à la hauteur des enjeux qui consistent, par exemple, et notoirement, à changer de système économique et social et à déconnecter le système économique et social à venir des énergies qui ont servi depuis la fin du XVIIIe siècle à nourrir ce système capitaliste industriel, qui sont les énergies fossiles. Il est nulle part fait mention dans cet accord d'une sortie éventuelle des énergies fossiles. Il est nulle part fait mention, par exemple, de son remplacement, de ce système énergétique fossile, par des énergies renouvelables. Par ailleurs, les réductions d'émissions qui sont annoncées par les différents pays, les 195 pays qui sont signataires de cet accord, eh bien, mettent l'humanité sur une trajectoire d'augmentation des températures globales de plus de 3 degrés, ce qui aura des conséquences catastrophiques pour toutes sortes de pays dans le monde, et particulièrement pour les pays du Sud. Donc de ce point de vue-là, c'est un accord qui, du point de vue de son contenu, est un mauvais accord. De notre côté, avant de venir, je lisais une déclaration, un communiqué de presse, qui a été mis en circulation par Eurocall. Eurocall, c'est le lobby du charbon en Europe. Et les gens du lobby du charbon en Europe sont furieux. Ils sont furieux pour la raison suivante, c'est qu'ils voient bien que l'accord est faible, ils le disent d'ailleurs dans leur communiqué, mais ils disent également que quelque chose s'est passé à Paris. Et notamment le fait que 195 pays se soient réunis dans ce contexte, que, à cette occasion également, la société civile se soit réunie et fait entendre sa voix dans le contexte que nous savons, le contexte extrêmement difficile de l'état d'urgence en France, eh bien, montre qu'une forme de prise de conscience dans l'opinion publique internationale est en train de se faire. Cette prise de conscience, elle ne suffit pas, mais elle ouvre un champ des possibles dans lequel, on peut l'espérer, la société civile internationale va pouvoir se faire entendre, va pouvoir imposer un rapport de force dans les années qui viennent, et il est possible que, dans le contexte d'un mauvais accord, eh bien, quelque chose comme ce champ des possibles puisse, à mesure que les luttes sociales et écologiques vont se faire ressentir de plus en plus, eh bien, déboucher à terme sur quelque chose de positif. Et quelque chose de positif, c'est encore une fois une sortie de ce système énergétique fossile qui est le principal responsable des émissions de gaz à effet de serre. Alors en même temps, ça se passe donc dans le contexte de l'état d'urgence, comme vous l'avez rappelé à l'instant, et j'en profite pour signaler que vous êtes signataire de l'appel des 58, enfin originellement l'appel des 58, pour appeler à manifester quand même, en dépit de l'état d'urgence. Il faut rappeler que la manifestation du 29 novembre qui avait été prévue de longue date a été interdite par les pouvoirs publics au nom de cet état d'urgence, et donc vous faites partie de cette sorte de dissidence qui a appelé à manifester quand même. Ça vous semblait donc important que la société civile fasse entendre sa voix parallèlement à l'action ou aux engagements donc des chefs d'État rassemblés à la COP21. Pourquoi est-ce qu'il fallait que la société civile se fasse entendre? Elle ne porte pas le même discours que ceux qui ont pu être entendus à la COP21? Toutes les avancées démocratiques, tous les progrès économiques et sociaux se sont faits sur la base d'un rapport de force qui a été imposé par en bas aux gens d'en haut.
Les élites livrées à elles-mêmes n'ont jamais, par exemple, accordé le suffrage universel. Si un suffrage universel a existé, si une révolution du suffrage universel s'est faite jour, en gros, au milieu du XXe siècle, c'est parce que des luttes sociales nombreuses se sont faites jour, aussi bien dans les pays occidentaux que dans le sud global, et qui ont arraché ce suffrage aux dominants. Ce qui vaut pour le suffrage universel vaut aussi pour toutes les mesures écologiques. Les mesures écologiques qui sont proclamées par en haut n'auront pas d'effet tant que des rapports de force, c'est-à-dire des luttes sociales, des luttes de classe, eh bien, ne se feront pas ressentir dans tous les pays de la planète. Et par conséquent, la question écologique est très étroitement et intimement liée à la question démocratique, à la capacité de la société civile dans toutes ses composantes, eh bien, à faire entendre sa voix dans l'espace public. C'est la raison pour laquelle j'ai signé cet appel à manifester, même dans le contexte de l'état d'urgence. D'autant qu'il y avait un peu une articulation un peu de deux univers, deux sphères. On avait l'impression que les classes dominantes se rassemblaient dans le cadre de la COP 21, tandis que les classes dominées tentaient de faire entendre d'autres aspirations, d'autres revendications, sans doute beaucoup plus exigeantes d'ailleurs que ce que les classes dominantes seront amenées à projeter. Parce que il me semble que dans votre manière d'analyser l'écologie, vous dites vous-même que vous abordez les questions écologistes ou écologiques en marxiste. La question des classes dominées et des classes dominantes est absolument prioritaire dans la manière de comprendre l'écologie. En vous lisant, on a le sentiment que bien sûr l'écologie divise plus profondément que jamais classe dominante et classe dominée, que en gros, les pauvres ont tendance à subir davantage les conséquences des désastres écologiques, tandis que les riches, les classes dominantes, ont tendance à générer davantage de toxicité. Hein, on aurait un système dans lequel c'est toujours les riches qui font du mal et les pauvres qui trinquent. Oui, c'est très souvent le cas. En réalité, dans la manière dont on construit les problématiques écologiques dans l'espace public, il y a souvent cette idée selon laquelle l'humanité dans son ensemble va subir les effets du changement climatique de manière indiscriminée. Que vous soyez riche, pauvre, homme, femme, du nord, du sud, de tel ou tel groupe ethnique, vous subirez les effets du changement climatique de la même manière. Bon. Ce que j'essaie de faire dans le bouquin, c'est de partir du principe qu'au contraire, le changement climatique va avoir des effets très différents sur différentes catégories de la population. En d'autres termes, il existe ce qu'on pourrait appeler des inégalités environnementales, tout comme il existe des inégalités de revenus, de diplômes, l'accès à la nature qu'ont les différents secteurs de la population, l'exposition aux catastrophes naturelles, mais aussi aux catastrophes industrielles, le type de ressources auxquelles les différents secteurs de la population peuvent prétendre, l'exposition aux pollutions aussi, tout ça c'est distribué de manière très différente dans la population, si bien que la question écologique est véritablement un enjeu de classe. L'écologie, ça ne consiste pas à mettre en suspens les divisions intra-humaines intérieures à l'humanité préexistante, mais ça consiste au contraire à constater que ces phénomènes écologiques, ces catastrophes naturelles, ces pollutions, ces déchets toxiques, ces déchets nucléaires, tout ça va venir se surajouter et radicaliser des formes d'inégalité qui existaient déjà. C'est vraiment le point de départ du bouquin qui consiste à vouloir, disons, contredire, prendre le contre-pied de cette écologie mainstream, si on peut dire, de cette écologie dominante, qui consiste, encore une fois, à construire une humanité abstraite, comme ça, supposée subir les désastres écologiques de manière indiscriminée. Alors, justement, il y a discrimination au contraire. Vous intitulez tout votre premier chapitre le racisme environnemental. Alors c'est un terme qui est probablement d'une appréhension un petit peu compliquée. Le racisme environnemental, c'est un principe qui consiste à observer que ce sont certains secteurs de la population qui subissent beaucoup plus massivement que d'autres les phénomènes toxiques, les conséquences néfastes de l'exploitation capitaliste industrielle. Et plus particulièrement, sans doute du fait aussi de votre documentation anglo-saxonne, américaine très copieuse, les Noirs sont particulièrement victimes de pollution. C'est dans les quartiers noirs qu'on retrouve les usines ou l'enfouissement des déchets toxiques. Pendant l'ouragan Katrina en 2004, c'est la population noire qui est surreprésentée parmi les victimes. Alors, autant on vous suit quand vous nous montrez que ce sont les classes les plus pauvres qui subissent toujours majoritairement les dégâts de l'exploitation industrielle capitaliste, autant c'est plus difficile à comprendre cette manière de racialiser le problème en disant que ce ne sont pas seulement les plus pauvres. En gros, c'est les plus noirs. Ce sont les personnes racisées qui subissent le plus massivement les difficultés liées au désastre écologique. Pour l'ouragan Katrina, à la Nouvelle-Orléans, il y a plus de victimes parmi les Noirs parce que les Noirs vivent dans les quartiers inondés, parce qu'ils sont plus pauvres. Alors, on a du mal à accepter cette manière. Alors, c'est aussi la culture française qui est moins prompte à racialiser
ses propres concepts. Peut-être vous pouvez développer ça. Pourquoi appeler racisme environnemental ce qu'on pourrait peut-être appeler un classisme, si je puis dire, environnemental? C'est une excellente question et c'est une question qui a des implications stratégiques aussi. C'est pas seulement une question analytique. Ce qu'il faut dire, c'est que, disons, l'articulation entre la classe et la race, pour parler un peu comme les sociologues, s'opère dans chaque contexte national de manière particulière. Évidemment que l'histoire du racisme aux États-Unis et l'histoire du racisme en France, ça n'est pas forcément la même histoire, il y a des spécificités nationales. En même temps, cette articulation, sous des formes différentes, elle existe dans les deux cas. Elle existe aussi bien aux États-Unis, et vous avez décrit certains cas, mais elle existe également en France. Je vous donne quelques exemples. Il existe en Île-de-France, comme vous le savez, de manière récurrente des pics de pollution de l'air. Quel est l'endroit en Île-de-France où l'on mesure systématiquement les pics de pollution les plus élevés en Île-de-France? Eh bien, dans le 93, autour de l'autoroute A1. Le 93, qui est le département le plus pauvre de France métropolitaine, mais qui est aussi le département où l'on trouve le plus d'immigrés récents. Deuxième exemple, où les incinérateurs à déchets sont-ils localisés le plus fréquemment en France? Eh bien, il y a une étude qui est parue en 2014 qui démontre que les incinérateurs à déchets, donc qui sont générateurs de différents types de pollution et qui sont cancérigènes ces pollutions, eh bien, sont plus volontiers localisés en France, à l'échelle de toute la France, dans des villes où la proportion d'immigrés relativement récents est plus élevée que la moyenne. Troisième exemple, la France, comme on sait, est une puissance nucléaire qui a de ce fait des essais nucléaires. Où les essais nucléaires ont-ils été accomplis? Eh bien, d'abord dans l'Algérie coloniale et puis en Polynésie dite française. Et comme vous le savez, eh bien, ces essais nucléaires ont non seulement dévasté les écosystèmes pour une très longue durée, d'une part, mais ont aussi eu des effets sanitaires très dommageables, très profonds, sur les populations. Donc tout ça pour dire quoi? Tout ça pour dire qu'évidemment, il y a une composante de classe dans les inégalités environnementales, mais cette composante de classe, quels que soient les pays, et à chaque fois de manière spécifique à chaque pays, s'accompagne aussi d'une dimension raciale ou ethno-raciale. Encore une fois, c'est pas pour dire que les États-Unis et la France c'est la même chose, ou que la France et l'Italie ou l'Espagne c'est la même chose. Mais dans chaque cas, vous avez une imbrication de différents types d'inégalités, de classe, ethno-raciale, comme disent les sociologues, mais aussi de genre, et cette quatrième dimension qui s'imbrique aux trois autres de manière quasi inextricable, qui est la dimension environnementale. Donc en gros, mon travail, c'est un peu une invitation à prendre au sérieux cette imbrication et aussi à en tirer toutes les conséquences stratégiques. Parce que tout ça suppose aussi que tout un travail politique doit être fait en direction des populations concernées, les classes sociales concernées, mais aussi les groupes ethno-raciaux existants, pour montrer que ces populations sont parmi les premières victimes des dommages de l'environnement. Oui, mais alors, on comprend bien en même temps que ce n'est pas exactement en tant que communauté racisée qu'elles sont victimes. C'est souvent parce qu'elles sont les communautés les plus pauvres, y compris en patrimoine symbolique, si j'ose dire. D'ailleurs, vous montrez très bien vous-même pourquoi est-ce que les usines d'enfouissement, enfin le retraitement des déchets toxiques, ça a lieu dans les quartiers particulièrement pauvres. Parce que c'est là que le foncier est pas cher, notamment, et parce que c'est là qu'on sait que les populations locales ne mobiliseront que peu de moyens. Exactement. Elles n'ont pas tellement les moyens ni économiques pour mobiliser des avocats, ni évidemment symboliques, c'est-à-dire une certaine culture de la lutte, de la résistance, qui fait que ces populations-là donc vont davantage consentir à être polluées. Mais donc c'est en tant que classe pauvre, y compris donc peu dotée en moyens symboliques, et non pas en tant que classe racisée, qu'elles sont davantage exposées. Moi j'ai peur que en racisant cette question, en disant il y a un racisme environnemental, attention, le désastre écologique fait plus mal aux communautés racisées qu'aux autres, eh bien, on refabrique de la segmentation des luttes. On sait bien qu'on a un gros problème sur la question de la convergence des luttes. Il me semble que c'est plus fédérateur de dire de rappeler qu'il y a un problème de classe sociale face à l'écologie, que oui, les classes dominées sont bien plus exposées au désastre écologique que les classes dominantes. Il se trouve que dans les classes dominées, les secteurs de population racisés sont particulièrement exposés, sont en général les plus pauvres. Mais en parlant de racisme environnemental, est-ce qu'on risque pas, du coup, de sursegmenter des luttes qui n'ont qu'un besoin, c'est plutôt de construire une convergence? Bien sûr. Non, moi, je suis assez d'accord avec votre manière d'exprimer les choses. Vous avez rappelé tout à l'heure que j'étais un marxiste, et les marxistes, évidemment, insistent sur la dimension de classe, de l'analyse du monde social. Mais mettre l'accent sur la dimension de l'analyse de classe, ça suppose aussi de voir un peu plus dans le détail la manière dont cette condition de classe, et notamment de cette condition de classe ouvrière ou de classe populaire, est vécue, et notamment vécue subjectivement, par différents secteurs de la population pour parvenir justement à mobiliser ces secteurs. C'est ce que les marxistes appelleraient le facteur subjectif. Or, la dimension ethno-raciale, la dimension culturelle, comme disait Gramsci, dont vous avez rappelé que j'ai travaillé un peu sur lui, est une variable fondamentale, non seulement sur le plan analytique, mais aussi pour être capable de développer les discours adéquats, les discours pertinents, vis-à-vis de différents secteurs
des classes populaires, pour ensuite parvenir à la fameuse convergence que vous évoquez. Évidemment, nous sommes tous d'accord sur l'objectif, qui est de faire converger, et non pas diverger, et non pas fragmenter. Mais il faut partir d'une situation où, à l'intérieur même des classes populaires, il y a différentes conditions. Ce n'est pas la même chose que de vivre dans le 93 ou de vivre dans, je ne sais pas moi, ce qu'on appelle le périurbain, par exemple. Dans les deux cas, c'est des catégories populaires, mais le rapport à l'espace de ces deux types de classes populaires n'est pas le même, par exemple. Et donc, il faut développer des discours qui soient à la fois convergents, mais qui permettent d'accrocher la subjectivité de ces catégories populaires. Et donc, l'objectif de ma réflexion sur non seulement les inégalités environnementales en général, mais le racisme environnemental en particulier, consiste à montrer que, eh bien, la dimension raciale, raciste, et la dimension environnementale, on peut avoir l'impression qu'il s'agit de deux problèmes complètement différents en apparence, que, en d'autres termes, les mouvements anti-discrimination, antiracistes et le mouvement écolo, c'est deux mouvements qui n'ont pas d'objet en commun. Ah, et oui, au contraire, oui, d'accord. Ça permet de faire converger. Dans racisme environnemental, il y a les deux. Il y a le racisme, c'est-à-dire l'antiracisme en fait, et l'environnementalisme, l'écologie radicale. Et ce qui m'a intéressé dans ce concept, c'est aussi que ça permet de mettre ensemble, de rassembler deux types de luttes sociales qui, en apparence, n'ont rien de commun. Les luttes antidiscrimination, les luttes antiracistes, qui ont une longue histoire en France et ailleurs, et les luttes écologistes. Il me semble que, notamment, le mouvement écolo en France en particulier s'est construit comme étant trop séparé du reste des mouvements sociaux, le mouvement ouvrier, mais aussi le mouvement antiraciste. Et c'est aussi un moyen de faire reconverger les préoccupations les uns avec les autres. Il me semble qu'autour de ce concept de racisme environnemental, mais d'inégalité environnementale plus en général, quelque chose d'important se joue sur le plan stratégique. Il me semble que la notion de justice environnementale est une notion plus à même de travailler au rassemblement des luttes que le racisme environnemental, duquel un certain nombre de catégories pourtant militantes se sentiront exclues parce qu'elles ne s'identifient pas forcément avec dans la panoplie des concepts, c'est un concept parmi d'autres. Voilà. Mais encore une fois, pour moi qui suis un marxiste, il n'y a aucun doute sur le fait que la condition de classe est la condition qui prime. Mais à l'intérieur de cette condition de classe, il peut y avoir des situations très différentes, du point de vue spatial, du point de vue ethno-culturel et d'autres points de vue qui font qu'il faut être attentif quand même à la singularité des situations des uns et des autres, encore une fois, dans un but politique, pas pour le plaisir de faire des analyses. Bien sûr. Alors, dans un but politique, donc il s'agirait notamment de rapprocher les luttes syndicales et les luttes écolo, vous montrez pourtant dans le livre que ce rapprochement ne va pas de soi, car d'abord, il y a toute une partie de l'écologie qui, longtemps, dès l'origine en fait, n'a pas tellement aimé les classes dominées. Il y a une partie, l'environnementalisme, c'est un peu construit presque contre les pauvres, contre les dominés. Il y a toute une partie historique qui va dans ce sens-là. Et par ailleurs, à l'autre bout du spectre, dans les luttes syndicales, les luttes ouvrières, longtemps, les ouvriers n'ont guère aimé l'écologie, notamment parce que défendant les emplois, ils défendaient l'industrie, tandis que le mouvement écolo, défendant plutôt l'écosystème, était contre l'industrie. Donc on a une espèce de double contrainte là, qui est que l'écologie n'aime pas tellement les pauvres. Il y a toute une partie de l'écologie qui n'aime pas tellement les dominés, et les ouvriers, les classes dominées, souvent n'aiment pas tellement l'écologie, qui peut être perçue comme un truc de bobo, à juste titre en partie. Il y a un truc à explorer là-dedans. En partie, en tout cas, tout à fait. Le mouvement ouvrier, historiquement, en tout cas des secteurs dominants du mouvement ouvrier, se caractérise par ce qu'on appelle communément un productivisme, c'est-à-dire l'idée selon laquelle la croissance doit se poursuivre pour qu'ensuite les fameux fruits de la croissance puissent être distribués, y compris aux catégories populaires, et que le niveau de vie sur le plan matériel augmente. C'est pas vrai de tous les secteurs du mouvement ouvrier, mais il serait faux de dire, de récuser que ceci n'est pas vrai de secteurs dominants. C'est en lien aussi avec ce qui a été le modèle pendant longtemps de secteur majoritaire du mouvement ouvrier, à savoir l'Union soviétique. Et son modèle très productiviste, en tout cas des premières décennies, le fameux rattrapage des pays déjà développés, avec une insistance sur l'industrie lourde et une prise en considération proche de zéro des effets désastreux sur le plan environnemental de ce fameux productivisme. Mais on sort de ça. On sort de ça, et il me semble qu'il y a d'abord une relecture des mouvements ouvriers eux-mêmes de leur propre histoire, et la prise en considération que, par exemple, dans les années 60-70, certains secteurs du mouvement ouvrier avaient déjà pris en considération la question des cadres de vie, la question du qualitatif et pas seulement du quantitatif, d'une part. Et puis, d'autre part, moi je parie sur le fait que cette notion d'inégalité environnementale peut avoir une vertu stratégique importante, pour la raison suivante, c'est que je pense que les mouvements ouvriers, dans toute leur diversité, se sont construits historiquement sur la question de la lutte contre les inégalités. C'est ça l'ADN du mouvement ouvrier, c'est lutter contre les inégalités. En l'occurrence, les inégalités salariales. C'est sur cette base-là que se construit au XIXe siècle le mouvement ouvrier.
Or, il me semble qu'en utilisant le vocabulaire des inégalités environnementales, on accroche en quelque sorte l'ADN de ce mouvement ouvrier en disant « Attention, il y a une dimension des inégalités que jusqu'à présent vous n'aviez pas suffisamment pris en considération. Ce sont les inégalités environnementales. Les inégalités environnementales en souffrent ceux que vous représentez ou ceux que vous êtes censés représenter, c'est-à-dire les catégories populaires. Et donc, c'est une dimension des inégalités que vous devriez intégrer à votre panoplie de lutte, disons, contre les inégalités. » Donc, encore une fois, cette notion d'inégalité environnementale, en faire une sorte de langage commun. Je ne dis pas que les difficultés que vous évoquez n'existent pas. Elles existent, bien entendu. La question de l'emploi est une question cruciale et qui est à la source de pas mal de difficultés, bien sûr. Oui. Ça, il faudrait... Mais il me semble qu'il faut trouver au moins un langage commun, quitte ensuite à s'engueuler. Ça, on peut s'engueuler. Mais il faut, pour s'engueuler, avoir un langage commun. On n'y manquera pas. Il faut un langage commun. Et dès lors qu'on a ce langage commun, on peut s'engueuler et aussi dépasser parfois les divergences qu'on a pu avoir au début. Oui, s'agissant de l'emploi, si on arrivait à convaincre le mouvement ouvrier de lutter non plus pour l'emploi, mais par exemple pour le salaire à vie, là je pense au modèle proposé par Bernard Friot qu'on avait reçu à hors-série, si on militait pour le salaire à vie et non plus pour l'emploi, on aurait beaucoup moins de peine à faire converger les revendications du monde syndical avec les aspirations du mouvement écolo. Je voudrais revenir sur un aspect... de classe, des positions de classe par rapport à l'écologie que j'ai découvert ou disons mieux compris en vous lisant sur l'histoire un peu de la classe sociale dominante par rapport à l'écologie, la manière dont ça sort pas de nulle part, cette préoccupation de l'environnement et de la nature comme patrimoine qu'il faut préserver. C'est une invention du 19e siècle, au moment où on commence justement à développer l'idée de la nature comme patrimoine. C'est porté notamment par le mouvement romantique. Les romantiques sont tous des aristocrates, il faut quand même le préciser parce que c'est pas indifférent. Il va y avoir tout un environnementalisme, un souci de la nature, qui est presque une manière de jouer la nature contre les pauvres. Est-ce que je suis caricaturale en disant ça? Pas du tout. La nature commence à être valorisée au milieu du 19e siècle, au moment même où la civilisation industrielle, avec tous ses effets néfastes en termes de pollution par exemple, en termes de radicalisation des inégalités, fait sentir tous ces effets. Et donc la nature, qu'est-ce que ça va être du point de vue des dominants en particulier? Ça va être le lieu où les dominants vont s'échapper du bruit et de la fureur de la civilisation industrielle, des grandes villes en voie d'urbanisation et de densification au 19e siècle. Et donc la nature, ça va être un endroit où on va retrouver de l'authenticité. Il y a tout un vocabulaire de la nature qui est lié au 19e siècle, avec tout un vocabulaire de l'authentique, et par opposition à la civilisation industrielle, à la ville industrielle européenne, qui va être le lieu de l'inauthentique, le lieu où on s'aliène. Donc la construction historiquement de la nature, ou en tout cas l'une des constructions dominantes, c'est pas la seule, consiste à construire la nature en opposition à la ville industrielle, qui va être connotée négativement, alors que la nature va être de plus en plus connotée positivement. Donc la nature, c'est l'au-delà de la civilisation industrielle. C'est le lieu, encore une fois, où les classes dominantes vont se reposer du bruit et de la fureur de la civilisation industrielle. Ça marque sur le mouvement environnemental, bien sûr. Ouais. Et que pour pouvoir avoir cette expérience de classe, ce que vous appelez une expérience de classe, de jouir de l'authenticité, parfois il faut virer les populations autochtones. Enfin, là, votre livre documente de manière absolument passionnante cette stratégie qui consiste à vider des espaces naturels de leur population autochtone. On vide des villages entiers, on les déplace pour pouvoir s'offrir une réserve de tigres du Bengale, une zone de chasse ou de safari préservée. Donc, en gros, la classe dominante s'offre une expérience de la nature au détriment pur et simple des populations locales autochtones qui sont jugées d'ailleurs avoir un rapport à la nature. En gros, on les juge irresponsables, ils savent pas bien s'occuper, ils savent pas prendre soin de l'environnement. C'est ça, absolument. Alors il y a notamment, moi j'avais pas perçu que c'était ça, la fondation, alors là je suis beaucoup plus tard, je suis dans le XXe siècle, dans les années 60, la fondation WWF, World Wildlife Fund, qui est un peu héritier de cette approche environnementaliste où ce qu'on privilégie, c'est la nature et certainement pas la question des conditions de vie des humains dans la nature. Ce serait en héritage de justement ce mouvement environnementaliste du 19e siècle qui avait un côté comme ça, ce qu'on a appelé l'impérialisme vert. C'est-à-dire dans le WWF, il y a cette dimension, les peuples on s'en fout, ce qui compte c'est... Alors les choses ont changé évidemment, puisque sous la critique notamment du mouvement des droits civiques aux États-Unis, mais d'autres types de mouvements des années 60-70, ces organisations ont aussi évolué, disons, dans les dernières décennies du XXe siècle. Le WWF aujourd'hui, on peut critiquer ses positions, mais c'est plus celui de la période que vous évoquez. Il y a une évolution, mais il est tout à fait clair que cette construction de la nature comme quelque chose d'apolitique, de non politique, de séparé des luttes sociales, au XIXe siècle, a ensuite eu un impact très fort sur les premiers moments, des mouvements environnementalistes et des mouvements écolos, qui se sont construits sur l'idée selon laquelle la nature est quelque chose de séparé de la politique au sens
quel que soit le sens d'ailleurs, de séparer des luttes sociales, et que, par conséquent, l'écologie n'a rien à voir avec la droite et la gauche, n'a rien à voir avec la lutte contre les inégalités, n'a rien à voir avec les revendications liées au salaire, au diplôme, etc. C'est quelque chose de séparé, quoi. Et quelque chose de cet ordre continue à être présent dans certains discours écolos. Chez certains porte-voix de l'écologie dans les médias, par exemple Yann Arthus Bertrand, pour ne pas le citer, c'est quelqu'un qui clairement fait de l'écologie quelque chose de spécifique. Il faut sauver notre terre, mais vous n'entendrez pas chez ces grandes figures de l'écologie, disons médiatique, eh bien, des mentions faites aux inégalités, au sort des populations du Sud global, au fait que l'écologie est quelque chose de politique au sens le plus trivial du terme. Ouais. Alors c'est une analyse qui avait été faite par Adorno aussi, qui peut nous mettre sur cette piste-là. La thèse d'Adorno, je vous cite, est que la nature voit son prestige rehaussé dans les périodes de défaite et de normalisation politique, comme sous la monarchie de Juillet, lorsque les affects investis dans la transformation révolutionnaire de la société ont été déçus. En gros, on aime la nature à proportion qu'on désaime la politique, et l'écologie pourrait être une voie de sublimation des affects politiques déçus. Le refuge des dépolitisés. Si on a dépolitisé la nature, ça veut dire que la nature sert aussi de refuge à toutes les déceptions politiques. Ouais. Donc quand on est l'objet d'une défaite politique, on se réfugie dans une conception de la nature un peu absolue, sublime, qui va servir en quelque sorte de soupape de décompression des expériences politiques malheureuses. Alors ça, je pense que c'est très très vrai pour toute une série de mouvements sociaux du XXe siècle. Je pense que les choses changent aujourd'hui. Les choses changent parce qu'on assiste très clairement depuis les dernières décennies du XXe siècle, avec en gros la naissance du mouvement de l'écologie politique, en gros les années 70 si vous voulez, des gens comme Illich, des gens comme Gortz, etc., Rachel Carson, à une repolitisation de la nature. Et par conséquent, ça fait que désormais, on se représente la nature et le politique, la nature et la culture, la nature et l'urbain, comme des entités qui sont beaucoup plus étroitement imbriquées. Et par conséquent, ce que dit Adorno, ça vaut pour le mouvement romantique, ça vaut pour la première moitié du XXe siècle, mais disons dans les dernières décennies du XXe siècle, avec cette repolitisation de la nature, il y a un contre-coup logique, qui est que la nature ne peut plus, d'une certaine manière, servir d'au-delà ou d'entité transcendante dans laquelle on va se réfugier quand nos espoirs politiques ont été en quelque sorte déçus. Mais vous évoquez Adorno, on ne pense pas à Adorno, à ce grand penseur de l'école de Francfort, comme un penseur de l'écologie en principe, mais c'est clairement quelqu'un qui a une conception de la nature qui est tout à fait passionnante et qu'il faudrait revisiter. Alors, une écologie qui se souvient que la nature est politique, c'est ce qui s'appelle aujourd'hui le mouvement pour la justice environnementale. Dès lors qu'un mouvement se réclame de la justice environnementale, là, ça veut dire qu'il est dans une approche de l'écologie qui est politique. D'accord. Alors, votre livre s'appuie beaucoup sur plutôt des analyses des expériences et des cas américains, anglo-saxons, et je me demandais du coup, la culture française, en France, les écolos d'aujourd'hui, ils sont plus les héritiers de l'environnementalisme, c'est-à-dire sauver la nature à tout prix, avec cette dimension peut-être un peu dépolitisante, ou est-ce qu'ils ont bien intégré justement tout le mouvement des droits civiques et la question de l'inégalité ou des inégalités devant l'environnement? Le mouvement écolo français, il est le mouvement écolo français, comme tous les mouvements écolos, est divers, mais il y a clairement une prise en considération accrue de la dimension proprement politique de l'écologie. Et c'est ce qu'on appelle l'écologie politique. Alors l'écologie politique, il en existe toutes sortes de variantes, des variantes plutôt centristes, des variantes institutionnelles, les Verts, LLV, mais il en existe des variantes beaucoup plus radicales, des variantes décroissantes par exemple, des variantes marxistes aussi, dont je me réclame, ce qu'on appelle parfois l'écosocialisme. Et même éco-populisme, vous citez un moment ce terme-là. Oui, après la notion de populisme, elle a des significations, un sens différent selon les pays. En France, la notion de populisme est plutôt considérée comme péjorative, alors qu'aux États-Unis, elle renvoie à des mouvements sociaux par en bas, en quelque sorte, souvent agraires d'ailleurs, comme composante principale, qui peut être beaucoup plus disons, positivement connoté. Non, mais par exemple, pour revenir au cas de la France, un penseur comme André Gortz, qui est un penseur phénoménal, très important, qui est décédé il n'y a pas si longtemps que ça, et qui est l'un des grands penseurs de l'écologie politique, démontre qu'il existe en France un courant tout à fait significatif de penseurs et de mouvements qui se réclament de ces penseurs, ou de penseurs sous l'influence des mouvements qui font la convergence entre les questions écolo et la question de l'émancipation, pour faire bref, de la critique du système capitaliste, on y reviendra peut-être, sous un jour aussi bien quantitatif que surtout qualitatif, du point de vue de Gortz, la critique du consumérisme par exemple, étant tout à fait centrale. Alors, s'agissant de la critique du capitalisme, votre texte s'ouvre par cette citation de Walter Benjamin en exergue, qui dit ceci: « L'expérience de notre génération, le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle. » Alors,
au seuil de votre ouvrage. On se demande qu'est-ce qu'il veut Ça dire par là. décourage un peu. Comment ça? Ouais, d'abord, c'est un peu désespérant, d'accord. Le capitalisme ne mourra pas de mort naturelle. Ah bon, parce qu'on a cru qu'il allait mourir de mort naturelle. Mhm. Ah oui, 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 c'est vrai. Il y a eu un premier marxisme, optimisme, qui a pensé que Mhm. ces contradictions le dévoreraient. Oui, c'est ça. Et puis c'est vrai qu'on s'est dit aussi qu'avec le désastre écologique, au moins l'avantage, c'est que comme le capitalisme était en train de flinguer complètement l'écosystème, le biotope sur lequel il avait prospéré, eh ben, il allait toucher ses limites, le capitalisme, du fait d'avoir détruit l'environnement. Et vous montrez, c'est l'objet de votre deuxième chapitre, Mhm. que loin d'être exclusivement menacé par la crise écologique, en fait, le capital trouve toujours de super astuces pour tirer profit de la crise écologique. En fait, elle est assez profitable. Alors, vous pouvez évoquer quelques-unes des astuces du capitalisme pour tirer profit du risque Avec écologique. plaisir. En fait, c'est ce qu'on pourrait appeler la logique de la double peine, si vous voulez. C'est que, d'une part, le capitalisme, sous sa variante industrielle, est le principal responsable du changement climatique, des catastrophes qui sont déjà là, qui s'annoncent, mais qui sont en fait déjà là. Notamment parce qu'il est productiviste, notamment parce qu'il est consumériste, notamment parce qu'il est branché à ce système énergétique fossile qu'on évoquait. Donc le principal responsable du changement climatique, c'est le capitalisme industriel. Mais non content d'être le responsable du changement climatique, le capitalisme cherche à l'autre bout du processus à tirer profit de ce changement climatique. C'est ça la logique de la double peine, c'est être responsable d'un processus, mais en même temps de faire en sorte d'essayer d'en tirer profit. Et c'est tout le chapitre, en effet, qui porte le nom de Financiariser la nature, qui consiste pour les marchés financiers globaux aujourd'hui à tenter de se brancher à la nature pour essayer de faire des profits sur le changement climatique. Alors, il y a plusieurs instruments financiers qui ont été créés au cours des 3 ou 4 dernières décennies, qui sont précisément branchés sur la nature. Il y a par exemple les marchés carbone, qui sont les plus connus, qui sont une tentative de réguler les émissions de gaz à effet de serre de différents secteurs industriels, et qui permettent aussi à des financiers, à des entrepreneurs climatiques, comme on pourrait dire, eh bien, de faire des bénéfices, de faire des profits sur ces émissions. Alors, il faut donc, la logique, si j'ai bien compris, du marché carbone, c'est que les entreprises sont plafonnées par l'État dans leur possibilité de faire des émissions carbone. Elles ont une espèce de quota, et donc, si elles n'atteignent pas ce quota, elles peuvent revendre sur les marchés l'amende qu'elles auraient payée, parce que si j'ai bien compris, c'est ça. Elles auraient payé une amende si elles avaient dépassé. Ne l'ayant pas dépassé, elles peuvent vendre. Alors, cette amende virtuelle, moi, ce truc-là, pour moi, va contre le sens commun. C'est donc une amende qui n'a pas eu lieu puisque le seuil n'a pas été dépassé. En fait, si les entreprises polluent moins que le seuil fixé par l'État à l'industrie, ça veut dire qu'elles ont des quotas carbone à revendre. Qu'elles vont donc vendre à qui? À des entreprises qui, elles, ont pollué davantage que le seuil maximal. Mais déjà dire qu'elles ont des quotas carbone à revendre, alors que le principe, c'était si vous dépassez tel seuil, vous payez une amende. En gros, ce que donc ça veut là, dire, elles vendent, elles font commerce d'amendes virtuelle. Non seulement d'amende virtuelle, mais de portions de nature. En fait, ce en quoi ça consiste à marchandiser la nature, et en particulier ce qu'on appelle les quotas carbone. C'est une logique marchande qui est allée tellement loin qu'elle marchandise non seulement les services publics, non seulement les savoirs, mais elle marchandise jusqu'à la nature. C'est-à-dire c'est une conception marchande de toutes les problématiques publiques, et notamment une approche marchande des solutions au changement climatique. Donc c'est une manière de créer des quotas carbone que s'échangent les entreprises, de sorte à ce que celles qui polluent plus que le seuil requis puissent en acheter à celles qui polluent moins. Donc c'est un système d'échange, c'est un marché. Oui. Alors parmi donc les astuces, il y a le marché carbone, il y a également les obligations catastrophes ou cat bonds. C'est mes préférés. Alors ça c'est une manière de privatiser les catastrophes naturelles. Mais les catastrophes naturelles à venir. En fait les obligations catastrophes c'est une forme d'assurance que contractent des entreprises, des assureurs ou des États, et qui consiste à lever des fonds sur les marchés financiers et à utiliser ces fonds au cas où la catastrophe surviendrait, mais on n'est pas sûr qu'elle va survenir, pour dédommager les victimes, quand il s'agit d'un assureur ou d'un État. Mais dans le cas où la catastrophe ne survient pas, dans le cadre de paramètres, disons, spatiaux et temporels qui ont été décidés par le contrat assurantiel, eh bien les personnes ou les entreprises ou les entités qui sur les marchés financiers ont prêté l'argent vont empocher des intérêts pendant une durée de 3 à 5 ans. Et si la catastrophe n'est pas survenue, eh bien, ils vont retrouver le principal, c'est-à-dire l'argent qui a été prêté, au bout du terme de l'obligation. Donc c'est une manière de financiariser cette fois-ci, non pas des quotas carbone, mais des catastrophes naturelles qui ne sont pas encore survenues, qui pourraient survenir à l'avenir, mais c'est pas sûr, et dont on sait que si elles survenaient, eh bien, elles auraient des effets désastreux sur les populations et sur les infrastructures en termes financiers. Alors, je vais jouer à l'avocat du diable 2 secondes. C'est quand même une technique d'assurance. Oui.
dans l'hypothèse où la catastrophe surviendrait en effet, ce seraient donc les spéculateurs, les investisseurs qui auraient à dédommager les victimes, qui auraient à verser, parce que cette assurance catastrophe a vocation à financer des indemnités pour les sinistrés. Ça veut donc dire qu'en cas de catastrophe, ce seraient bien les capitalistes qui paieraient. À la limite, c'est pas si mal. Par ailleurs, on n'a pas tellement de systèmes alternatifs, c'est-à-dire ça permet d'assurer d'éventuels sinistrés, sachant qu'on considère que les risques de catastrophes climatiques sont tellement vastes qu'en fait, les États, les puissances publiques ne sont plus en mesure d'assurer ce risque-là. Donc, effectivement, on laisse faire les marchés financiers, c'est dégueulasse, ils font du profit dessus, n'empêche que on n'a pas la solution, les puissances publiques ne sont plus en mesure de dédommager et d'indemniser les victimes. Donc, est-ce que c'est pas mieux que ce soit les capitalistes qui payent plutôt que la puissance publique, c'est-à-dire les contribuables? C'est pas mal quand c'est les capitalistes qui payent pour les conneries qu'ils ont faites. Si, ils payent. Le problème, c'est qu'ils ne payent pas. Alors, parce que le seuil de déclenchement de l'indemnité... En fait, on s'aperçoit que depuis les obligations catastrophes existent, depuis le milieu des années 90, très rares sont les obligations catastrophes qui ont été déclenchées, c'est-à-dire qui ont servi à dédommager les victimes. Pourquoi ? Parce que le contrat assurantiel fait l'objet d'une négociation entre les différentes parties en présence et que les marchés financiers, dans le contexte actuel, sont très clairement dans un rapport de force très favorable qui leur permet d'imposer leurs conditions aux autres parties prenantes et à faire en sorte que ces conditions soient extrêmement drastiques et que par conséquent, seul dans quelques cas, par exemple Fukushima, eh bien, les obligations catastrophes soient déclenchées et que par conséquent, ils perdent leur argent. Dans l'écrasante majorité des cas, les marchés financiers en question, donc ceux qui prêtent l'argent, eh bien, retrouvent le principal au bout de 3 ou 5 ans et dans ce temps ont empoché des intérêts, évidemment, puisque c'est pour cette raison que les marchés financiers en question prêtent de l'argent aux États. Plus généralement, il faut mettre en rapport l'émergence des obligations catastrophes avec l'austérité. Jusqu'à présent, il y avait des catastrophes naturelles. Les catastrophes naturelles, ce n'est pas quelque chose de nouveau. Il y en a plus quand même. Il y en a plus, elles sont plus intenses. Bien sûr, la question du financement de l'adaptation aux catastrophes naturelles est une question cruciale, politique, mais en aucun cas, à mon sens, il faut faire appel aux marchés financiers pour trouver une solution à cela. Jusqu'à présent, c'est l'État qui, n'étant pas jusqu'à présent dans une situation austéritaire, ne s'étant pas délesté de ses propres finances publiques et de ses propres moyens, était en mesure d'être ce qu'on appelle l'assureur en dernier ressort dans le contexte d'une catastrophe climatique. Mais avec l'émergence du néolibéralisme, avec l'émergence de l'État austéritaire, l'État s'est précisément délesté de toute une partie de ses finances publiques, de toute une partie de ses prérogatives, et a délégué au marché financier, au secteur privé, eh bien, l'assurance en cas de catastrophe naturelle. C'est ce qui fait qu'on a assisté à une montée en puissance des marchés financiers, non seulement en général dans le fonctionnement du capitalisme, mais en particulier pour tout ce qui concerne l'assurance des risques climatiques. Le risque, c'est quoi fondamentalement ? Comme on le sait, les marchés financiers, ils traversent des cycles. Et ils traversent plus précisément des crises, souvent très profondes. La crise des subprimes, par exemple, en 2007-2008, a fait perdre leur argent à des millions de personnes, a fait perdre leur logement à des millions de personnes, et a mis en faillite, ou en quasi-faillite plus exactement, le système dans son ensemble, ce qui a obligé les marchés financiers en question, les entreprises, à faire un nouveau recours à l'État pour c'est les fameux bail-out, comme on dit. Brancher l'assurance des risques climatiques sur les cycles instables des marchés financiers, c'est extrêmement dangereux, parce que si une crise climatique s'accompagne d'une crise financière, que va advenir cet argent ? Il va d'une certaine manière s'évaporer, comme les finances dans le contexte des subprimes s'étaient évaporées. Et donc ceci implique que brancher l'assurance des risques climatiques sur les cycles instables des marchés financiers est une très mauvaise idée, parce que ces cycles sont justement instables, parce que des crises surviennent sur le plan financier, et que par conséquent, en cas de besoin, il se pourrait que la concomitance d'une crise financière et d'une catastrophe naturelle fasse qu'on soit totalement démuni sur le plan financier pour venir en aide aux populations. Et par conséquent, ce pourquoi je plaide, c'est quelque chose de très simple, c'est ce pourquoi plaide le mouvement social, c'est un retour à la situation antérieure, celle où l'État est l'assureur en dernier ressort, mais où l'État fait en sorte aussi de se doter des moyens financiers, donc rompt avec la logique austéritaire, se dote donc des moyens financiers pour faire face non seulement aux catastrophes naturelles, mais plus généralement aux enjeux très importants de l'adaptation au changement climatique. Le changement climatique, il est déjà là. Ce n'est pas quelque chose pour dans 50 ans, il est déjà là. Et donc, il faut reprendre possession de l'État, démocratiser l'État, pour faire en sorte de le mettre au service des populations sur le plan notamment financier. Alors, donc, le capitalisme tire un grand profit de cette ambiance de risque, spécule sur la notion de risque climatique, et aussi, si j'ai bien compris, le risque terroriste, ça fait partie aussi de la titrisation qui peut circuler sur les marchés. Absolument, ces obligations catastrophes, elles sont aussi mises en place, ou des variantes d'obligations catastrophes. Pour ce qui concerne le risque dit terroriste, il est évident que, par exemple, les attentats du 11 septembre à New York ont eu un coût assurantiel important, sur le plan évidemment des vies humaines, mais aussi sur le plan financier et matériel. Et ceci implique que les assureurs
mais aussi les financiers, réfléchissent à une manière, disons, de se barricader, de se protéger face à ces coûts croissants bon. Le lendemain ou le surlendemain des attentats du 13 novembre, vous avez peut-être lu dans Le Monde un entretien avec Denis Kessler, qui est l'un des penseurs et l'un des assureurs et réassureurs les plus importants en France aujourd'hui. C'est quelqu'un qui est très proche de la direction du MEDEF. Ah oui, mais vous le citez d'ailleurs. Absolument, Denis Kessler, c'est vraiment un intellectuel organique de la bourgeoisie en général et du secteur de l'assurance en particulier. Sur le risque. Exactement, et qui a dit les assureurs et les réassureurs sont prêts face aux défis, non seulement du changement climatique, mais aussi face aux défis du risque terroriste. Et donc c'était une claire réponse à ce qui s'était passé le 13 novembre à Paris. S'agissant du risque terroriste, on peut d'ailleurs l'associer complètement à la crise environnementale et écologique, puisqu'on lit un certain nombre d'analyses qui font le lien entre le réchauffement climatique et la prolifération de foyers terroristes dans les zones qui ont été particulièrement exposées au réchauffement climatique. Alors je cite par exemple un article du Monde qui s'en faisait l'écho le 23 novembre 2015. Citation de cet article. De manière troublante, presque toutes les zones identifiées en 2008 comme les plus sensibles au réchauffement, de la Mésopotamie au Levant en passant par le Yémen, le Sahel et l'Afrique du Nord, ont basculé 7 ans plus tard dans l'instabilité ou le chaos dont les attentats du 13 novembre sont le monstrueux rejeton. Donc ça, c'est une analyse que vous partagez, le fait que le réchauffement climatique favorise des foyers terroristes. Alors favorise, et je souligne favorise. L'élément important, c'est que, évidemment, un phénomène aussi complexe que le terrorisme et les guerres plus en général, toutes les formes de conflits, ce sont des phénomènes qu'on ne saurait réduire à une seule cause, bien sûr. Un phénomène comme le terrorisme a des présupposés qui sont aussi bien politiques, culturels, économiques évidemment, le chômage, la délinquance, etc. Il n'est pas question de dire que le seul changement climatique est la seule cause, ou même la principale cause de... Bon. Mais il est tout à fait clair aussi que le changement climatique, par l'effet qu'il a sur les systèmes économiques et sur les systèmes sociaux, et sur les systèmes culturels aussi, sur les structures sociales plus en général, peut très clairement avoir un effet favorisant ou défavorisant. Alors, il faut expliquer la chaîne causale. Comment ça marche? Le réchauffement climatique? En fait, le réchauffement climatique, il a un impact d'autant plus important que le poids du système agricole dans le PIB d'un pays, par exemple, et notamment dans les pays du Sud, est important. Pourquoi? Parce que, évidemment, le climat a un impact direct sur la production ou la productivité agricole, et par conséquent, un événement catastrophique, une inondation, une sécheresse, tout ça va avoir une implication très immédiate sur la résilience des systèmes agricoles, et par conséquent, participer, parmi d'autres facteurs, à la paupérisation des populations, qui par conséquent peut avoir une implication sur le devenir terroriste, si je puis dire, des populations en question, ou sur des conflits, ou sur toutes sortes de radicalisation ou d'extrémisation, je ne sais pas quel est le terme qu'il faudrait employer. Bon, encore une fois, j'insiste sur le fait que ça ne saurait en aucun cas être le seul facteur, bien sûr. Il n'est pas du tout question de faire du réductionnisme climatique. Bien sûr. Mais parmi toute une gamme, tout un spectre de facteurs, il est tout à fait clair que la radicalisation des catastrophes naturelles va avoir un impact sur la radicalisation des conflits. Voilà. Alors ça a été observé notamment en Syrie, où on voit maintenant prospérer l'État islamique. C'est toujours, je crois, cet article du Monde. Entre 2007 et 2010, favorisé par le réchauffement en cours, une sécheresse d'une sévérité jamais vue depuis le début des relevés météo s'installe sur la région. Les Nations Unies estiment que 1,3 million de Syriens en sont affectés. En 2008, pour la première fois de son histoire, la Syrie doit importer du blé. L'année suivante, plus de 300 000 agriculteurs désertent le nord-est du pays, faute de pouvoir poursuivre leur activité. Car non seulement il ne pleut pas, mais un grand nombre de nappes phréatiques surexploitées depuis les années 80 sont à sec. En 2010, 17% de la population syrienne est en situation d'insécurité alimentaire. Donc voilà, ce n'est qu'un ingrédient parmi d'autres, mais cette causalité-là est indiscutable. Elle est partielle, mais elle est indiscutable. Certainement. Bien sûr. Alors, on est en train d'aborder petit à petit la question militaire, parce que donc il y a un lien entre le réchauffement, le désastre écologique, la menace terroriste. Alors le capital réagit en inventant toutes sortes d'astuces financières, la titrisation du risque environnemental, mais les armées aussi, dont vous notez qu'elles sont une puissance d'anticipation, d'intelligence du futur, au même titre que les marchés, au fond. Absolument. Vous vous documentez beaucoup, à la fois vous êtes très connaisseur sur le monde de la finance, ça j'étais un peu plus habituée, j'avais déjà quelques lectures, mais aussi très connaisseur sur le monde de l'armée, qui est une intelligence du futur, qui est obligée de raisonner à 30 ou 40 ans devant. Et alors là, j'avoue, c'est vraiment l'originalité, la singularité, l'impact de votre texte, c'est ce 3e chapitre qui s'appelle « Militariser ». C'est ça, militariser la nature ou l'environnement. Voilà. Alors, vous fréquentez beaucoup la littérature militaire? Oui, vous absolument. Je prends très au sérieux les militaires parce que je pense que ce sont des gens qui réfléchissent et qui réfléchissent, contrairement souvent aux politiciens, sur le moyen et sur le long terme. Pour une raison très simple. Si vous voulez faire la guerre depuis toujours, il faut maîtriser votre environnement.
faire la guerre dans un contexte désertique, ou au contraire montagneux, ou au contraire dans un contexte urbain, ça a des implications tactiques et stratégiques et logistiques qui sont tout à fait différentes. Et par conséquent, depuis toujours, les militaires sont très sensibles à leur environnement et par conséquent à la manière dont cet environnement va avoir un impact sur les stratégies qui vont être mises en œuvre par eux. Un environnement qui change, puisque c'est exactement cela que le changement climatique, ça ne pouvait qu'intéresser les militaires. L'environnement global est en train de changer, les paramètres climatiques globaux sont en train de changer, avec ce qu'on appelle communément le changement climatique, et ceci explique que depuis en gros la fin des années 90, le début des années 2000, en fait ça a une histoire plus ancienne, mais disons ces dates-là, il existe toute une série de rapports écrits par des militaires, des grandes armées de la planète, notamment l'armée américaine, mais aussi française, mais aussi brésilienne, mais aussi russe, mais aussi chinoise, qui s'intéressent aux implications militaires du changement climatique, sur la manière donc dont le changement climatique va faire évoluer dans les années, dans les décennies, dans les siècles qui viennent, la manière de faire la guerre. Les implications sur le plan logistique, les implications sur le plan du type d'armement, par exemple, dans un contexte de réchauffement climatique, les implications, par exemple, sur les sonars des sous-marins. L'acidification des mers a des implications. Alors, je ne suis pas du tout un scientifique, mais ne me demandez pas le détail, mais j'en sais suffisamment pour savoir que... Les sonars, ça passe moins bien si les océans se réchauffent. Exactement. Donc, il faut concevoir des armes qui sont adaptées à un contexte où les mers globales vont être davantage acidifiées et où, par conséquent, les systèmes de sonar, de détection qu'utilisaient les sous-marins jusque-là. Bon, autre exemple, les réfugiés climatiques, qu'on a évoqués rapidement. Bon, avec le changement climatique, les flux de population vont s'accentuer, notamment les flux sud-sud, et les militaires sont bien conscients du fait que eux vont être souvent mobilisés pour, entre guillemets, gérer ou entre guillemets pacifier des populations qui, du fait de ces réfugiés climatiques, eh bien, cela donnerait lieu à des formes de conflits nouvelles. Donc, du point de vue des militaires, le changement climatique a des implications sur le plan, non seulement environnemental, mais sur le plan de leur mission à l'avenir. Et ceci implique qu'ils prennent très au sérieux le changement climatique, tout comme les financiers. On pense toujours à la finance comme quelque chose qui est dans le court-termisme, etc. C'est vrai, dans une large mesure. Mais la finance, c'est quelque chose qui se projette aussi sur le moyen et sur le long terme. Et il en va de même pour les militaires. Les militaires sont obligés, j'allais dire professionnellement, de penser le moyen et le long terme parce que leur métier consiste à se projeter dans le temps, dans un environnement qui justement va être de plus en plus changeant, avec des catastrophes naturelles, par exemple, de plus en plus radicales et intenses. Alors, vous évoquiez les missions de l'armée qui allaient amener à évoluer, à être transformées par les bouleversements climatiques. Vous citez dans votre bouquin le cas de l'armée indienne, qui développe des unités d'intervention qui sillonnent le pays, je vous cite, et se livre à des tâches de préservation de la nature. Reboisement, stabilisation de dunes, préservation des pâturages et des sols, purification de l'eau. En arrière-plan se trouve l'idée selon laquelle la préservation de la nature contribue à la paix et à la stabilité de l'ordre social. Je rigole, mais en fait, je trouve ça génial. Je veux dire, l'idée que l'armée puisse en effet se convertir en puissance de protection de l'environnement. Vous citez le cas de l'armée indienne. Apparemment, l'armée chinoise a aussi une sensibilité très forte du côté de la protection de l'environnement. Ça pourrait être ça aussi, les missions d'avenir des armées. Après, les armées ont aussi une empreinte carbone catastrophiquement élevée. Donc, il y a évidemment l'autre côté. Ouais. Mais juste pour en revenir à la question de la préservation de la nature, il y a deux aspects à la question. D'abord, la nature, ou les représentations de la nature, ont toujours participé à l'époque moderne à la définition de nation. Une nation, c'est aussi ses montagnes, c'est aussi ses déserts, c'est aussi son environnement, quoi. Et donc, dans la construction de ce que Benedict Anderson appelait l'imaginaire national, dans chaque pays, il y a aussi la nature, les grands espaces aux États-Unis, par exemple, ces forêts, etc. Donc ça, c'est un aspect tout à fait crucial. Il y a un autre aspect qui est en partie lié avec le premier, c'est que depuis toujours, dans les luttes menées par les armées, et en particulier dans les luttes de contre-insurrection, la dimension naturelle, la dimension environnementale a toujours été cruciale. Pour une raison simple, c'est que pour assécher, entre guillemets, pour parler comme les militaires, les foyers de contre-insurrection, les armées ont toujours pensé, à tort ou à raison, c'est une autre question, qu'il fallait en quelque sorte reconstruire les environnements, reconstruire les systèmes économiques, sociaux et agricoles pour faire en sorte que le niveau de vie des populations augmente et que par conséquent, les pays en question ou les régions en question constituent moins un terreau pour des rébellions, pour des insurrections, etc. Moi, je pensais, en vous entendant, je pensais à ce qu'avait fait l'armée américaine au Vietnam en bousillant, en déforestant complètement, parce que en envoyant de l'agent orange, je crois, c'est ça. Exactement, le napalm qui a été inventé par Monsanto. Comme voilà. Donc, pour déforester, parce que la forêt était un refuge, l'habitat, en gros, de la guérilla, quoi.
Tout à fait. Le napalm, c'est un agent environnemental qui consiste à détruire la nature pour faire en sorte que la guérilla vietnamienne à laquelle les Américains étaient confrontés à l'époque, eh bien, n'est plus une nature derrière laquelle se réfugier et lancer une contre-attaque dans le contexte de ce qu'on appelle les guerres asymétriques. Et donc la destruction de la nature peut être aussi une arme, en effet, vous avez raison de le rappeler, dans ces fameuses guerres asymétriques, ces guerres de contre-insurrection, pour faire en sorte de laminer littéralement l'adversaire. Donc en somme, on le voit avec ces différents exemples, la nature, c'est un enjeu militaire depuis toujours. Ça, c'est pas quelque chose de nouveau. À l'époque antique déjà, ce qu'on appelle les politiques de terre brûlée, la terre brûlée, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à détruire la nature, pour faire en sorte que les populations ne soient plus en mesure de développer leur vie économique et sociale. Mais avec évidemment le changement climatique, les choses vont se radicaliser, ce qui fait que les militaires sont en première ligne, en quelque sorte, à l'intérieur des différents secteurs des élites, pour prendre en considération les différentes dimensions du changement climatique et leurs implications pour leur propre métier, en quelque sorte. Et oui, ils sont à l'avant-garde aussi, éventuellement sur le plan industriel. Vous notez que si jamais ils changeaient de mode de carburant, l'emploi par l'armée américaine de biocarburants créera, vous parlez au futur, ça va marcher, créera une demande massive qui lèvera les incertitudes des producteurs sur la viabilité de cette filière et les incitera à en produire davantage. La conversion de l'armée donnera un signal au marché, encourageant l'ensemble de la société à effectuer cette transition. Ça, c'est les militaires qui pensent ça. Évidemment, les biocarburants, ils ont d'autres inconvénients. Ils ont des inconvénients importants. Mais sur le plan, par exemple, de la vie des pays où ces biocarburants sont développés, bien sûr. Voilà, c'est ça la question que je me posais, parce que vous aviez l'air d'épouser cette direction-là comme souhaitable. Non, c'est pas du tout souhaitable. Enfin, c'est pas du tout souhaitable parce que je pense que les biocarburants sont pas une énergie viable, absolument. Voilà. Mais dans l'esprit des militaires, il y a cette idée selon laquelle l'armée est une institution qui, en quelque sorte, est à l'avant-garde des évolutions de la société et que, par conséquent, un signal donné par l'armée vers la transition d'un nouveau type de carburant, ici les biocarburants, mais ça peut être autre chose, eh bien, est une manière d'entraîner la société dans son ensemble vers cette transition-là. Donc c'est aussi une manière pour moi d'entrer dans l'imaginaire des militaires que de m'interroger sur la manière dont ils conçoivent le changement climatique. Les militaires se vivent souvent, ça vaut pour la France, les États-Unis, pour la Chine, pour l'Inde, pour la plupart des pays, je suppose, se vivent en quelque sorte comme étant à l'avant-garde des évolutions et où, par conséquent, leur fonction est engagée, disons, dans le contexte du changement climatique. Les militaires se vivent comme une avant-garde, et vous-même qui vous documentez beaucoup du côté de la doctrine militaire, on sent que vous les percevez aussi comme une sorte d'avant-garde, ou en tout cas une intelligence possible du futur. Et des fois, on se prend à s'inquiéter un peu. D'abord parce que moi, j'ai peu l'habitude de fréquenter la doctrine militaire, etc. Donc c'est un langage, un monde, une mentalité qui m'inquiète un peu. Et quand vous mettez à citer à un moment Hans Jonas, élève de Martin Heidegger, auteur du principe responsabilité, vous citez Jonas qui soutient que l'humanité devra peut-être à l'avenir accepter comme prix nécessaire pour le salut physique une pause de la liberté. Et là, vous commentez, en liberté, l'humanité court à sa perte, car elle ne peut s'empêcher d'infliger des dommages irréparables à son milieu. Seule une dictature bienveillante est à même de prendre les mesures qui s'imposent pour que son salut physique soit assuré. C'est ce que Jonas appelle la tyrannie comme alternative à l'anéantissement physique. Super, donc pour sauver la vie humaine sur Terre, il faudra juste une grosse dictature planétaire. C'est ça. Bon, alors donc vous citez Jonas, vous vous planquez un peu derrière lui, mais comme ça n'a pas l'air de vous faire bondir de rage ou d'inquiétude, mais vous avez une écriture particulièrement sobre en matière d'affect. Vous exposez peu vos affects par rapport aux choses que vous écrivez. C'est pas toujours le cas chez les marxistes, souvent ils sont comme ça. Vous avez une très grande sobriété. Calme. Voilà, très calme. Alors du coup, quand on vous voit décrire, donc vous dites, putain, les militaires ils sont vachement en avance, ils pensent vachement, ils sont super et tout. Puis là vous dites, puis la dictature c'est peut-être le meilleur moyen quand même. On se dit, non mais... Non, je suis pas du tout pour cette solution-là, évidemment, au contraire. Non, ça nous ramène d'ailleurs à la discussion sur l'état d'urgence. En fait, il y a des gens qui proposent quelque chose comme une suspension des libertés, non pas pour lutter contre le terrorisme, mais au contraire pour faire en sorte que... c'est des courants minoritaires dans l'écologie, bien sûr, mais ça existe. Et il y a des courants dans l'écologie qui ont une composante clairement autoritaire, consistant à dire la démocratie et l'écologie, ça ne va pas ensemble. Parce que la démocratie, c'est trop lent, parce que la démocratie, ça veut dire le consumérisme, parce que ça veut dire les désirs débridés, de consommation, etc. Or, ce qu'il faudrait, c'est justement suspendre ce consumérisme-là, prendre les mesures qui s'imposent immédiatement, forcément par en haut, en quelque sorte, de manière dictatoriale, et ensuite, on verra, on reprendra le cours normal de la démocratie. C'est pour après, quoi. C'est vraiment la dictature romaine au sens classique, antique du terme, quoi. Et c'est vraiment, encore une fois, lié à toutes les théories de l'état d'urgence ou des états d'exception qui existent dans d'autres contextes. Ça nous ramène au début de la discussion, c'est qu'il y a un lien très fort entre la problématique de l'état d'exception, la problématique démocratique et la question de l'écologie. Et là, il faut élucider toute cette problématique de manière
de manière très claire. Mais donc vous ne vous reconnaissez pas pas du tout, dans au cette... contraire, moi je pense que la seule écologie possible est une écologie par en bas, un écosocialisme, pour toutes sortes de raisons, mais notamment parce que je pense que la transition écologique, la transition énergétique en particulier, ne se fera pas sans les gens. Et que pour qu'elle se fasse avec les gens, il faut que les gens soient impliqués dans de nouvelles formes de collectifs, à la base en quelque sorte, démocratiques, qui supposent non pas une suspension des droits démocratiques, mais au contraire leur radicalisation, leur approfondissement. Et ça suppose aussi, comme on l'a dit, de reprendre le contrôle de l'État, de rompre avec l'État néolibéral, austéritaire et antidémocratique, et de faire en sorte d'approfondir la démocratie aussi dans les institutions étatiques. Donc non, au contraire, cette citation sur la tyrannie bienveillante est une citation que je critique. Peut-être que ce n'est pas suffisamment clairement dit. Vous êtes très discret, hein, vous avez une grande sobriété. Ça renvoie à un autre problème aussi, c'est que je pense qu'il faut prendre au sérieux la manière de penser des dominants. Il y a toute une critique des dominants qui est faite dans les mouvements sociaux, dans la gauche radicale, mais je pense que la manière dont les dominants se projettent à moyen et long terme est quelque chose qui est insuffisamment étudié par nous. Or, c'est quelque chose de très important parce que c'est le monde de demain qui est préparé par les dominants. Évidemment qu'il y a d'autres paramètres qui vont entrer en ligne de compte. Mais si on veut comprendre le monde de demain tel que les financiers, par exemple, ou les militaires se l'imaginent, il faut entrer dans cette logique. Il faut voir que, par exemple, à la fois les financiers et les militaires ont rompu avec le climato-scepticisme. Ce sont des gens qui admettent parfaitement la réalité du changement climatique. C'est un changement important par rapport à il y a 10 ou 15 ans en arrière. Il y a vraiment le climato-scepticisme est quelque chose qui est peu présent chez les financiers et les militaires que j'ai pu évoquer. Au contraire, ils admettent la réalité du changement climatique, mais ils sont à la recherche de solutions au changement climatique, évidemment de leur point de vue à eux. Pas du point de vue des populations et de leur bien-être, de leur point de vue de dominants à eux. Et je pense que travailler sur la manière dont les dominants se projettent dans le moyen et le long terme est quelque chose d'absolument crucial. Et donc c'est dans ce sens-là que vous déplorez que la gauche critique en France, d'ailleurs pas seulement en France, se documente si peu du côté de la stratégie militaire. Vous-même, vous êtes à l'avant-garde de ce mouvement-là, en lisant beaucoup dans toutes les publications des militaires. Et donc vous écrivez, depuis les années 1920, alors 1920 c'est un seuil critique parce que Lénine a lu Clausewitz et que c'était un événement politique majeur. Mais depuis ce moment-là, quand Lénine lisait de la stratégie militaire. Donc depuis 1920, l'attention accordée par les théoriciens critiques à la stratégie militaire est moins prononcée. Toujours votre sobriété. L'une des caractéristiques du marxisme occidental de la période 1924-1968 est son peu d'intérêt pour les questions stratégiques et sa faible fréquentation de la doctrine militaire. Aujourd'hui, des principales figures de proue des pensées critiques, Badiou, Zizek, Jameson, Butler, Fraser, aucune ne lit les stratèges passés ou présents. Michael Hart et Tony Negri font figure de relative exception puisqu'ils évoquent brièvement la révolution dans les affaires militaires dans leur ouvrage Multitude. Ce constat est à mettre en rapport avec la pauvreté de la réflexion stratégique en général dans les théories critiques actuelles. Pour intéressantes qu'elles soient, celles-ci se complaisent souvent dans des abstractions fort peu politiques. Alors là, on sent derrière, ça boue. Là, il y a des affects. On sent que vous gardez le couvercle, on reste poli et sage, mais quand même, derrière, moi, je sens effectivement une sorte de colère contre une gauche qui a totalement renoncé par paresse ou par défaitisme à penser en termes de stratégie. Parce qu'en fait, ce qui vous intéresse en allant lire du côté des militaires, c'est pas seulement voir comment les dominants projettent le monde de demain, c'est comment aussi penser des stratégies et prendre éventuellement, emprunter des modèles stratégiques, tactiques pour la gauche elle-même, non? Je ne sais pas. Oui, absolument. Il y a deux aspects. Il y a la stratégie militaire proprement dite d'abord. Regardez notre belle ville de Paris, il y a des militaires dans toutes les rues. Et donc il serait quand même utile de savoir ce que les militaires ont dans la tête, non seulement les soldats qui sont dans les rues et qui sont supposés nous protéger, mais aussi évidemment leur chef, leur commandant, la manière dont ils réfléchissent, la manière dont ils se projettent dans l'avenir. Je pense que c'est quelque chose qui est une donnée fondamentale de la situation, de la conjoncture stratégique dans laquelle on se trouve. Or, il me semble que cet effort était fait par les marxistes classiques, de prendre connaissance de ce que les militaires pensaient, disons de Marx lui-même, jusqu'à Lénine, jusqu'à Gramsci et quelques autres, Engels notamment et notoirement, mais que depuis les années 30-40, cette fréquentation des littératures militaires diverses et variées par les marxistes et par les penseurs critiques a à peu près complètement disparu. Il y a quelques exceptions que vous avez évoquées, mais je pense que c'est à peu près acté que vous arrivez à vous expliquer pourquoi est-ce que la gauche critique, la gauche marxiste, a renoncé à se documenter parce qu'on s'intéresse aux militaires quand on s'approche du pouvoir, en fait. Quand, en d'autres termes, la question de la prise du pouvoir, la question de l'affrontement avec les dominants se pose de manière extrêmement concrète. Et c'est pas, évidemment, si Lénine est un grand lecteur de Clausewitz,
c'est parce que la question de la prise du pouvoir, lui, il se la pose. Ouais, C'est que la question du rapport de force, urgemment, il est évidemment dans le feu de l'action, il a besoin de penseurs, fussent-ils des penseurs bourgeois, de droite, etc., qui vont lui permettre de réfléchir à la manière dont on met en place des stratégies et des tactiques de prise de pouvoir. Okay, en l'occurrence militaire, mais pas seulement militaire. Or, tout au long du XXe siècle, et notamment tout au long de la deuxième moitié du XXe siècle, la gauche radicale dans les pays du Nord, dans le Sud c'est un peu différent, dans ce qu'on appelait autrefois le tiers-monde, mais en tout cas dans les pays du Nord, n'a fait que se distancier du pouvoir. Cette question de la prise du pouvoir, et donc des stratégies adaptées pour la prise du pouvoir, c'est approchée à certains moments, mais quand même de loin, et pour l'essentiel, elle n'a cessé de s'éloigner. Et c'est ce qui explique, à mon avis, principalement le fait que les penseurs que vous évoquez sont des penseurs qui fréquentent peu la stratégie militaire. Chez un Badiou, chez un Zizek, chez un Rancière, il y a des choses phénoménales. Moi, c'est des penseurs que, évidemment, je fréquente et que j'adore et que je respecte infiniment. Mais cette composante de prise en considération de la pensée stratégique en général, et militaire en particulier, est quelque chose qui... C'est la distance par rapport au pouvoir et à sa prise qui explique le plus ou moins grand intérêt de penseurs par rapport à la stratégie militaire, et notamment, historiquement, Clausewitz, qui est le grand penseur du militaire au XIXe siècle. Et du coup, on a l'impression d'une sorte de cercle vicieux, puisque se tenant loin du pouvoir et du coup ne se documentant plus sur les questions de stratégie et de tactique, la gauche critique ne développe aucune culture tactique et stratégique et du coup ne peut jamais s'approcher de la conquête du pouvoir. C'est pas la seule raison pour laquelle la gauche est à distance du pouvoir. Il y a d'autres raisons structurelles, qui est sa difficulté à se réorganiser, sa difficulté à se réorganiser après la chute du mur de Berlin en particulier, le fait que les organisations semblent toutes échouer les unes après les autres, aussi bien le NPA, le Front de gauche et les expériences à l'étranger également. Donc c'est pas la seule difficulté, bien sûr, il y en a d'autres des difficultés. Mais c'est une difficulté parmi d'autres qui fait que l'attention portée à la manière dont les stratèges dominants réfléchissent, et notamment les stratèges militaires, mais pas seulement, on peut évoquer les assureurs, on peut évoquer les financiers, d'autres types de secteurs, est quelque chose qui est insuffisamment fait dans la gauche radicale, me semble-t-il. Alors, bon, là, vous parlez des armées, des militaires comme les dominants, les stratèges dominants d'aujourd'hui et de demain. Et pourtant, au moment quand on s'est pris les attentats du 13 novembre dans la gueule et qu'ensuite, du coup, on a beaucoup entendu éventuellement des militaires sur les réponses tactiques à apporter, il m'a semblé que, d'abord, les militaires tenaient un discours qui n'était pas entendu par la classe politique, c'est-à-dire que beaucoup de militaires disaient « ça sert à rien d'envoyer des bombes, c'est pas comme ça qu'il faut s'y prendre en Syrie, c'est pas avec des bombardements aveugles sur Raqqa qu'on va résoudre le problème ». Ils avaient finalement des analyses politiques qui me semblaient plus fines, plus approfondies, plus nuancées que la classe politique qui a décidé d'envoyer des bombes parce que ça réconforte l'opinion localement, ici, la nôtre. Du coup, je me dis, les militaires, ils ont en effet une anticipation, une connaissance, mais ils ne sont pas si dominants que ça, dans le sens où ils ont une expertise qui n'est pas entendue par la classe politique. En tout cas, là, dans ce cas de figure, c'est l'impression qu'on a eue. La classe politique fait comme bon lui semble, et en écoutant peu, j'ai l'impression, les orientations préconisées par les stratèges militaires. Après, à l'intérieur des armées, françaises ou autres, il y a des secteurs différents qui sont partisans de différentes stratégies. Là, ce que vous évoquez, en effet, je l'ai entendu aussi de la part de certains hauts gradés de l'état-major, mais il existe aussi d'autres secteurs de l'armée française qui sont au contraire pour des pratiques de bombardement aussi bien en Syrie que dans le Sahel et à d'autres endroits. Oui, c'est en fait des secteurs qui sont très divisés, comme tout secteur des élites. Ah ben non, mais j'aurais pas imaginé ça, qu'il y a de la division dans... il y a de la division, il y a des débats, bien sûr, comme dans toute décision stratégique, il y a des débats sur les stratégies à mettre en place les plus efficaces. Mais vous avez tout à fait raison de signaler le fait que la logique politicienne n'est pas la même que la logique militaire. Et que si les bombardements ont été adoptés en France aujourd'hui, tout comme aux États-Unis après les attentats de 2001, c'est aussi en direction d'une opinion publique interne sidérée par ce qui se passe, et à juste titre évidemment parce que c'est sidérant, mais dont les politiciens ont l'impression qu'elle attend, cette opinion publique, des réponses de cette nature-là, à tort, à mon avis, évidemment. Alors donc, si l'on suit les perspectives que vous proposez, il faut lire les militaires, il faut lire les stratèges militaires. Il ne faut pas attendre que le capitalisme meure de sa mort naturelle. Le capitalisme, je vous cite à nouveau, ne mourra pas de mort naturelle pour une raison simple. Il a les moyens de s'adapter à la crise environnementale. Absolument. Il est en passe de faire une fois de plus la démonstration de sa stupéfiante résilience. La financiarisation et la militarisation de cette crise ne sont rien d'autre en dernière instance que des illustrations de ce constat. Le capitalisme est à vrai dire non seulement capable de s'adapter à la crise environnementale, mais de surcroît d'en tirer profit. Donc, il faut agir, lutter, et vous proposez comme piste d'action
séparer, il faut que je retrouve ça, séparer l'État, il faut que je retrouve la citation exacte. Marché, le triptyque, nature, oui. ouais, C'est ça. État, nature Marché. et marché. C'est ça. Alors, mais comment on fait pour séparer? En gros, il faut que les marxistes prennent le pouvoir. Pas forcément les marxistes, enfin, entre autres les marxistes. Non, ce que j'essaye de montrer, c'est qu'il y a en effet un triptyque ou une espèce de trilogie ou 3 entités qui se combinent dans cette histoire que j'essaie de raconter, qui est l'État, le marché ou le capital et la nature. Ouais. En gros, l'idée, c'est que des marchés comme les marchés carbone, par exemple, ou les obligations catastrophes, ce ne sont pas des marchés qui sont créés par génération spontanée comme ça et qui apparaissent. Ouais. Il faut derrière le marché un État qui construise ces marchés, Ouais. et mette à disposition la nature en faveur du capital pour que le capitalisme puisse en tirer Oui, ce profit. que vous montrez, c'est que l'État est l'agent de Il est maintenance toujours là, et de l'État. durabilité Bien sûr. de l'exploitation capitaliste. On en a fait. trop Là, tendance à gauche à opposer État et marché, mais en fait l'État néolibéral est un Oui. État qui est construit de part en part depuis les années 70 au service des marchés, c'est ça. au service en particulier, c'est ce que j'essaye de montrer, de la marchandisation de la nature et du Ouais. vivant. C'est ce qu'on appelle le néolibéralisme. Si Le j'ai bien compris, le néolibéralisme, c'est concept de exactement néolibéralisme est fait pour décrire Précisément. la fonction de l'État dans cette organisation Exactement. en C'est pas faveur du tout du le capital. néolibéralisme, c'est pas du tout l'État se retire et Ouais. laisse le marché opérer. Ouais. C'est l'État est au service, se met au service du Voilà. capital ou du marché et notamment construit des marchés nouveaux, des marchés branchés sur la nature, comme j'essaie de le montrer, pour que le capital, pour que les marchés, eh bien, Attendez, mais puissent en l'État faire construit ça parce que Oui. l'État n'a pas construit ses marchés. Ben, C'est-à-dire si, que les quotas la carbone. titrisation, ah oui, les quotas carbone, oui, mais par exemple les cat bonds, les obligations catastrophes, ça c'est, on a plutôt l'impression du secteur privé qui est venu prospérer dans la vacance du pouvoir, puisque le pouvoir n'était pas en mesure d'assurer ce risque-là, et donc ça ressemble plutôt au schéma du privé Oui, c'est qui vrai. vient occuper un espace laissé vacant par. C'est vrai, mais il faut la pour puissance cela publique. tout un droit, par exemple. Tout Oui. un droit des affaires, tout un droit financier, tout un droit de l'environnement, un droit de l'urbanisme. Il faut C'est toute vrai. une série de droits, Ouais, oui. différentes strates ou différentes couches de droits qui permettent précisément la marchandisation des catastrophes à Mhm. venir dans le Mhm. cadre des obligations catastrophes ou dans le cadre des dérivés climatiques. Mhm. Donc, ce qu'il faut penser, en fait, c'est l'État, notamment en tant que pouvoir coercitif, mais aussi en tant que pouvoir juridique, qui construit des marchés juridiquement en Ouais. délivrant des droits de propriété à des opérateurs privés et qui, ce faisant, eh bien, permet à ces opérateurs privés de profiter ou de faire des bénéfices sur le dos des catastrophes naturelles et donc, par conséquent, des populations. Mhm. Donc, ce triptyque État, capital, nature est un triptyque, en quelque sorte, qui est présent dès les origines du capitalisme, mais qui ne cesse de s'imbriquer étroitement avec le néolibéralisme, puisque, encore une fois, l'État néolibéral, ça n'est rien d'autre qu'un État au service des marchés. Ouais, ouais. Alors moi, ce que je dis, mais c'est évidemment une discussion, le début d'une discussion, pas la fin d'une discussion, mais je pense que tout mouvement écologiste sérieux doit se poser la question de comment on sépare ce triptyque, comment on fait en sorte en particulier de récupérer l'État, de démocratiser Mhm. et de faire en sorte qu'il rompe avec les politiques néolibérales et se remette au service des populations, et notamment dans le contexte des politiques d'adaptation qui vont se faire jour. Mhm. Et donc ça suppose de rompre avec l'austérité, ça suppose de concevoir des nouvelles formes de fiscalité, par exemple. Il y a peut-être une connexion avec notre ami Thomas Piketty. Ah bon Oui, enfin évidemment de manière critique, mais on peut discuter certaines des propositions qu'il fait sur les questions de fiscalité. Mhm. Et donc ceci implique par conséquent de rompre ce triptyque et de faire en sorte de démocratiser l'État pour que l'État cesse d'œuvrer en faveur du capital, et notamment par la mise à disposition du Mhm. capital de marchés financiers branchés sur la nature. Alors, démocratiser l'État, ça suppose de conquérir le pouvoir en passant par les urnes, le vote, l'élection, tout ça. C'est ça, c'est en militant dans un parti politique susceptible d'amener cette alternative au pouvoir qu'on a les meilleures chances de... Il d'accomplir me ce semble, moi projet. j'appartiens à une tradition à l'intérieur du marxisme qui est la tradition qui va en gros de Gramsci à Poulantzas et qui est une tradition qui prend au sérieux les institutions politiques existantes, bien sûr, qui ne les déserte pas, disons, mais évidemment en même temps en fait une critique radicale en montrant qu'elles sont dévitalisées et que l'essentiel n'est pas dans les institutions politiques, mais au contraire dans une espèce de dialectique entre les luttes sociales, les luttes syndicales, les luttes écologistes, les luttes féministes, bref, ce qu'on appelle communément la société civile dans son ensemble, qui est fragmentée, qui est fracturée, qui est en lutte, dans son rapport avec les institutions politiques. Mhm. Et que donc la démocratisation, la radicalisation de la démocratie dans l'État, dans les institutions politiques, suppose cette espèce de dialectique entre le dedans et le dehors, en Ouais, quelque ouais. sorte. Mais on peut tout à fait, évidemment, penser à des formes d'expérimentation institutionnelle
qui conduirait à une réforme radicale du suffrage universel, à l'inclusion de catégories nouvelles. Le suffrage universel, c'est quelque chose à quoi je me suis un peu intéressé dernièrement. Les principes du suffrage universel ont été proclamés avec la Révolution française, mais il a fallu plus d'un siècle pour que le suffrage universel devienne une réalité. Bien sûr. Okay, donc ça a supposé des luttes sociales extrêmement dures, extrêmement âpres, des luttes féministes, des luttes ouvrières, pour que le suffrage universel, qui était un ensemble de principes, devienne une réalité. Oui, il est très décevant en même temps, le suffrage universel. On s'est battu beaucoup pour ça, et puis finalement, si c'est pour porter au pouvoir éternellement une même classe sociale, absolument pas représentative des conflits et des difficultés qui travaillent le corps social, on a un vrai problème. On est en train de toucher les limites. Enfin, tous les militants du tirage au sort, par exemple, sont dans cette analyse extrêmement sévère contre le suffrage universel comme très insuffisant. C'est pas que c'est mal, mais c'est très insuffisant. Quand vous parliez tout à l'heure de radicaliser le principe du suffrage universel, qu'est-ce que ce serait pour vous, à vos yeux, radicaliser le principe du suffrage universel? Ça suppose de penser des formes de démocratie qui ne sont pas uniquement représentatives. Ça suppose... Ça, c'est la discussion qu'on pourrait avoir sur le tirage au sort. C'est que le tirage au sort, ça reste dans une logique représentative. C'est vrai. C'est une forme tout à fait différente de représentation. Et moi, je suis pour des expérimentations allant en ce sens. Je ne suis pas du tout hostile sur le principe. Mais il faut admettre qu'on reste dans une logique de représentation. C'est-à-dire qu'on délègue à une partie de la population, par tirage au sort et non pas par élection, un pouvoir d'arbitrage. Tout à fait. Donc ça, je pense que la représentation, on n'y coupe jamais d'une certaine manière, quelle que soit sa forme. Je ne pense pas qu'un corps social complexe comme le nôtre pourrait se passer entièrement de formes de représentation, qu'elle soit sur la base du suffrage ou qu'elle soit sur la base du tirage au sort. En même temps, il me semble qu'il faudrait développer ou redévelopper des formes de démocratie à la base, des formes de démocratie qu'on appelle directes, c'est ça, qui peuvent prendre des formes différentes, par exemple sur le lieu de travail, mais pas seulement, dans les quartiers également, et qui doivent venir compléter et précisément radicaliser ces formes de représentation qu'on évoquait. Dans la tradition marxiste, celle de Gramsci par exemple, celle de Poulantzas, mais celle d'autres penseurs également, mais aussi dans la tradition anarchiste à laquelle on peut se référer ici, il y a clairement la volonté de radicaliser la part de démocratie directe et d'amenuiser autant que possible, sans forcément qu'elle disparaisse, mais d'amenuiser autant que possible la part de représentation inhérente à nos systèmes démocratiques. D'accord. Donc la démocratie directe, c'est tout le monde vote, on vote localement sur les enjeux qui concernent une aventure commune, une entreprise, une commune, un arrondissement. Tout le monde est amené à voter, à délibérer. On essaye d'attaquer aussi efficacement que possible les formes de représentation là où elles se présentent et de faire en sorte que les gens soient autonomes au sens littéral du terme, c'est-à-dire prennent des décisions qui les concernent eux-mêmes. Évidemment, comment s'articulent ensuite différentes formes d'autonomie à l'échelle d'une société comme la France, c'est tout un problème. Et c'est la raison pour laquelle je pense que l'absence totale de représentation est une fiction, ça n'existe pas, l'absence totale de représentation. Mais ça suppose en même temps qu'on reconnaît cette part de la représentation, l'intensification de la part directe de la démocratie. Il se trouve que moi je viens de Suisse. En Suisse, il y a des formes de démocratie qu'on appelle semi-directe parfois, parce que ce n'est pas vraiment de la démocratie directe, qu'il serait tout à fait utile et intéressant d'introduire dans un système comme la France. Évidemment, ça ne règle pas tous les problèmes, assez loin de là. Non. Assez loin de là. La Suisse n'est pas non plus un modèle de démocratie, peut-être qu'on peut généraliser partout, et c'est certainement pas un pays qui se caractérise par sa trajectoire progressiste dans les années récentes. Mais des formes de démocratie semi-directe, des formes d'expérimentation allant dans ce sens peuvent tout à fait être prises en considération. Donc en somme, c'est des stratégies mixtes, par essence. D'accord. L'idée qu'on va privilégier une seule stratégie au détriment d'une autre me paraît être erronée. D'accord. Donc plus de démocratie pourra peut-être nous sauver des désastres écologiques qui se préparent. Bon, merci beaucoup Ramzy pour cet entretien, pour ce livre. Hop, je fais tomber mes fiches. Ce livre, donc La nature est un champ de bataille. C'est paru en 2014, ça n'a pas vieilli, nous sommes en 2015, mais ça n'a pas pris une ride, si je puis dire. C'est même une puissance d'anticipation parfois assez spectaculaire. Je vous en recommande la lecture, évidemment. Je vous dis à bientôt pour un prochain Dans le texte. On pourra à nouveau tourner dans des endroits dignes de ce nom, pardon. Donc là, vous avez remarqué, on n'est pas aux bobines, on peut plus tourner aux bobines, c'est fini les bobines, mais on va partir ailleurs. On aura bientôt un décor, on tournera dans les studios d'arrêt sur image avec un nouveau décor. Ça se passera après les fêtes et donc d'ici là, je vous dis, passez de bonnes fêtes. Salut.